Johan, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Bonjour, je m'appelle Johan Dessé, j'ai actuellement 20 ans. Je suis en deuxième année de fac de maths à Paris-Sorbonne, mathématiques et économie. J'ai passé les concours pour votre école, parce que j'aimerais intégrer une école de commerce par rapport à un projet professionnel. Qui est De faire dans un premier temps de la finance de marché, très certainement. Je ne sais pas exactement encore quel métier, parce que je ne connais pas encore tous les métiers de ce domaine, mais c'est un domaine qui m'intéresse depuis plusieurs années, et je sais qu'en passant par l'école de commerce, ça me permettra de m'ouvrir les portes de certaines entreprises plus tard. Mais pourquoi la finance? Vous avez parlé de ça, de votre intérêt pour la finance depuis plusieurs années. Quel a été le déclic? Vous avez vu un film sur les Golden Boy ou une émission qui a suscité cette envie de discuter avec quelqu'un? Non, pas du tout, c'est simple. Le déclic, j'avais je pense 12-13 ans, et j'ai vu ma mère qui regardait ses actions, et j'ai commencé à m'intéresser à la bourse. J'ai commencé à lire, ensuite j'ai commencé à la conseiller. J'ai eu entre 15 et 18 ans, je m'y suis pas trop intéressé, puis ensuite j'y suis revenu en lisant régulièrement l'actualité économique et financière. Et ensuite, depuis quelques temps, j'ai mon propre portefeuille sur le marché des changes. Et qu'est-ce que vous pensez de la situation actuelle à cause de l'attitude un peu cavalière de certains boursicoteurs à grande échelle? Personnellement, je pense que, contrairement à l'opinion générale qui est d'accuser les spéculateurs, d'accuser le manque de régulation, je pense que c'est justement l'intervention de l'État dans l'économie, notamment aux États-Unis, l'État qui a voulu obliger inciter les banques à faire des crédits aux foyers défavorisés afin de favoriser l'accès au logement, qui sont responsables de ça. Je pense que l'État est trop intervenu, a trop voulu contrôler, ce qui a obligé les banques à trouver d'autres voies risquées comme la titrisation et le hors-bilan pour pouvoir continuer à faire leur métier. Je pense que c'est les États qui sont responsables de la situation actuelle et non pas les financiers. Il fallait laisser faire la main invisible du marché. Oui, entre autres. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez apporter à une école de commerce? Je pense que je peux apporter, notamment dans la vie en cours, le fait de mon intérêt pour. Je serai un étudiant qui aime la compétition, dans le sens où c'est l'émulation, c'est une émulation entre tous les étudiants pour rendre le meilleur travail possible, que ce soit dans les dossiers ou dans les TD. Par ailleurs, en école de commerce, ce qui est également important, c'est toute la dimension associative et vie de l'école. Et j'ai déjà participé donc cette année à une association au sein de mon université, et je pense pouvoir continuer à apporter mon travail à la vie associative de l'école. Vous avez un type d'association de prédilection, bureau des arts, bureau des sports, étudiants? Non, pas du tout. Cette année, j'étais dans une association qui s'appelait Liberté d'étudier, qui était une association qui luttait contre les blocages dans l'université. L'objectif était d'obtenir des votes, de communiquer auprès de la presse, auprès de tous les médias pour que l'opinion et les étudiants comprennent qu'on peut se battre pour des idéaux et contre des réformes, mais que l'on ne doit pas empêcher les étudiants de suivre leur cursus normalement. Étant donné que depuis 5 ans, les facs sont bloqués quasiment tous les ans, 2 ou 3 mois, notamment à Paris-Sorbonne, on avait fait une association pour essayer de résoudre ces problèmes. D'accord, ça a du castagnet
avec les partisans justement du blocage? Non, pas du tout. J'ai failli être frappé à plusieurs reprises, et c'est justement des personnes, du coup, des grévistes anarchistes trotskistes qui m'ont défendu et qui m'ont empêché que je me fasse frapper. Parce que justement, ils respectent quand même le fait qu'on se bat pour des idéaux et qu'à partir du moment où on accepte que le dialogue et qu'on discute sur nos opinions, on n'est pas contre les bloqueurs, on est juste contre le blocage. Et c'est les messages qu'on essayait de transmettre au niveau des médias, etc. Ok. Pour finir sur ce sujet-là, il y avait une phrase d'Edgar Faure que vous connaissez peut-être, j'aimerais bien que vous commentiez. Il disait les étudiants, c'est comme le dentifrice, quand ça sort du tube, c'est très difficile de les faire rentrer de nouveau. C'est assez imagé comme citation. T'es doué, Edgar Faure, par ici. Je vous le dis honnêtement, je ne le connais pas, donc je ne connais pas exactement ce qu'il a fait, mais pour revenir à la citation, je pense que le problème vient du fait que justement, au niveau des politiques, au niveau de la population générale, on va avoir tendance à penser que les étudiants, ils ont leur petite période du printemps, etc., et qu'il faut qu'ils sortent un petit peu des universités pour faire leur petite grève, etc. C'est l'opinion. Enfin, officiellement, les politiques ne pensent pas ça, mais officiellement, c'est ce qui se passe. Et je pense que si il y avait des outils pour laisser davantage une place aux étudiants de s'exprimer, peut-être qu'ils ne seraient pas obligés d'en arriver à bloquer des facs pour se faire entendre. Très bien. J'aurais voulu vous poser une question sur la création d'entreprises. Savoir, par exemple, qu'est-ce que vous pensez du parcours du créateur d'entreprise aujourd'hui? C'est quelque chose qui pourrait peut-être vous concerner ou plus tard ou... À long terme, oui, c'est plutôt la création d'entreprise plus que la finance de marché qui m'intéresserait. Donc c'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui m'intéresse. Concernant le parcours du créateur d'entreprise aujourd'hui... Par exemple, quelles sont les difficultés principales, à votre avis En France, je dirais que c'est essentiellement tout ce qui est administratif. Je sais que dans des pays comme les États-Unis ou surtout le Royaume-Uni, on peut créer une entreprise dans la journée. En France, les démarches sont très longues, fastidieuses. Ouais, mais je pense pas qu'on puisse créer une entreprise encore en 2 heures. En 2 heures en France Non, d'accord. Mais ça, on en reparlera. Mais vraiment depuis janvier. Mais on n'a pas encore assez de recul sur cette formule d'autres entrepreneurs pour savoir si la valeur est là. Mais c'est vrai que maintenant, avec Internet, on peut faire effectivement 10 minutes depuis janvier. D'accord, je n'étais pas au courant. Ouais. Mais ce que je voulais savoir, c'est par exemple, ce qui se passe beaucoup, c'est que les créateurs d'entreprises se retrouvent très seuls en fait. C'est vrai qu'il y a toute cette partie administrative qui est très lourde et après, il faut avoir beaucoup de courage et de détermination et il y a beaucoup de solitude autour de la figure du créateur de l'entreprise. Et comment vous pensez pouvoir faire face à ces genres de sentiments et après, toute la partie de scepticisme aussi, tous les gens auxquels on va raconter les projets, ça c'est vraiment le début. Je pense que j'essaierai de me tourner vers des... Je sais qu'il y a surtout en Côte d'Azur, il y a par exemple des clubs de business angel qui notamment peuvent fournir une partie déjà des fonds nécessaires au capital de départ et aussi qui peuvent apporter leur aide vu qu'ils ont de l'expérience dans ce domaine-là. Régulièrement, ils vont accompagner des créateurs d'entreprises. Donc je pense que ça peut être une solution. Ensuite... des fois, on peut avoir des parrains, par exemple. Oui. En France, je pensais essentiellement au club de business angel. Ensuite, très sincèrement, je ne pense pas que si un jour je monte une entreprise, ce sera en France. Donc, ça me permet de rebondir sur cette question-là. C'est quoi pour vous la figure du manager? La figure du manager,